Ma femme m'invita à un dîner d'affaires crucial avec un partenaire japonais. Son regard était à la fois invitation et ordre. Je souris, acquiesçais, jouant le mari parfait qui accompagne sans déranger. Ce qu'elle ignorait, c'est que je comprenais chaque mot de japonais prononcé ce soir-là. Quand j'entendis comment elle me décrivait avec une froideur clinique, tout bascula. Je m'appelle Georges. Pendant 12 ans, je crus avoir un bon mariage. Je travaillais comme directeur senior dans une société technologique prestigieuse. Isabelle, ma femme, était coordinatrice marketing. Nous vivions dans un pavillon cossu en banlieue parisienne. De l'extérieur, nous semblions avoir réussi notre vie. Personne ne voyait les fissures. Au début, Isabelle était différente. Nous dînions de pâtes bon marché dans notre petit appartement et elle s'asseyait en tailleur pour m'écouter parler de mes projets. Nous étions pauvres matériellement, mais riches d'espoir. Puis tout changea. Isabelle devint irritable, critique, comparant sans cesse notre vie à celle d'autres couples. Je rentrais tard, épuisé, et la trouvais rivée à son téléphone. Nos conversations devinrent transactionnelles. As-tu payé le crédit? N'oublie pas le dîner samedi. J'étouffais cette solitude qui s'infiltrait pendant les soirées silencieuses. Un soir, lors d'un dîner avec ses collègues, Isabelle me présenta. Georges s'occupe de systèmes, de serveurs, ces choses techniques. C'est ma pierre angulaire. Je ressentis une piqûre étrange, comme si ma carrière n'était qu'un socle ennuyeux pour qu'elle puisse briller. Il y a 18 mois, une insomnie dans un hôtel d'aéroport changea tout. Une publicité pour une application d'apprentissage du japonais apparut. Soudain, je me souvins qu'à l'université, j'avais adoré cette langue. Ce rêve avait été archivé avec le travail et les responsabilités. Cette nuit-là, je téléchargeai l'application. En quelques semaines, j'étais accro. Chaque soir, je m'enfermais dans mon bureau avec mes écouteurs. Je ne le dis pas à Isabelle. 3 ans plus tôt, elle avait ri de mon envie de faire de la menuiserie. J'avais appris à garder mes intérêts secrets. Le japonais devint mon monde privé. Je m'inscrivis à des cours en ligne, rejoignis des groupes d'études. Chaque mot appris prouvait que j'existais au-delà du rôle de celui qui rapporte le salaire. Pendant que mon monde intérieur s'élargissait, ma vie conjugale se rétrécissait. Isabelle parlait de networking comme d'une religion. Nos week-ends se remplirent d'événements où j'allais par obligation. Fin septembre, Isabelle entra dans la cuisine, les yeux brillants. Georges, nous sommes sur le point de conclure une alliance avec une entreprise japonaise. Le directeur général arrive. Tu dois m'accompagner au dîner. Monsieur Tanaka a demandé si j'étais marié. Culture d'entreprise japonaise. Ça donne une bonne image. Elle but une gorgée d'eau. Tu dois juste être bien habillé et sourire, tu sais, comme d'habitude. Quelque chose dans comme d'habitude me piqua. C'est quand? Jeudi prochain à 19 heures. Costume bleu marine? Tanaka ne parle pas beaucoup anglais. Je ferai la conversation en japonais. Tu vas t'ennuyer, mais contente-toi de sourire. Mon cœur s'accéléra. Tu parles japonais? Je l'ai appris avec notre bureau de Tokyo. C'est l'une des raisons pour lesquelles on me considère pour une promotion. Elle ne demanda pas si je parlais cette langue. Dans son esprit, j'étais le cadre occupé qui ne se mouvait qu'en anglais et en chiffres. Ça a l'air génial, je serai là. Quand elle sortit, je restais debout, la porte du frigo ouverte, l'air froid me giflant le visage. Une opportunité venait de tomber du ciel. Entendre comment elle parlait vraiment quand elle pensait que je ne pouvais pas comprendre. Cette semaine fut interminable. Je révisais mentalement le vocabulaire japonais des affaires, écoutais des podcasts d'entreprise. Mon intuition insistait, ce dîner allait me montrer quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Le jeudi arriva. Je regardais Isabelle dormir. C'était la même femme avec qui j'avais ri dans notre petit appartement. Et pourtant, c'était une autre. Je me douchais, enfilais le costume bleu marine. Dans le miroir, je vis exactement ce qu'elle voulait. Un époux présentable, un personnage secondaire bien habillé. Le restaurant était dans un quartier chic, moderne et hors de prix. Isabelle se retoucha le maquillage et murmura « Sois aimable. N'essaie pas de t'immiscer dans la partie affaires. » J'acquiesçais, avalant cette saveur amère familière. Monsieur Tanaka était déjà assis. Cinquantaine, lunettes argentées, costume impeccable.
Ils échangèrent des salutations en japonais. J'écoutais chaque mot, ressentant un mélange de fierté secrète et de nervosité. Je souris comme si j'étais perdu et m'assis, tel un invité dans sa scène soigneusement montée. La conversation commença en anglais. Politesse superficielle. J'intervins le strict nécessaire. Quand on apporta les menus, ils passèrent naturellement au japonais. Je captais les erreurs d'Isabelle qu'elle compensait avec assurance. Ils discutèrent projection commerciale, stratégie. Je restais immobile, buvant de l'eau, souriant de temps en temps, interprétant mon rôle d'accompagnant distrait. À l'intérieur, j'étais en alerte. Puis M. Tanaka se tourna vers moi et dit en japonais une question polie sur mon travail. J'ouvris la bouche pour répondre, sentant une tentation de révéler mon secret, mais Isabelle répondit avant que je puisse respirer. En japonais, elle dit « Georges travaille dans une grande entreprise technologique, mais à un poste assez standard. Il ne prend pas les décisions importantes. C'est quelqu'un de très bien, très stable, mais qui se contente de peu. Il aime les choses sûres. Moi, je suis celle qui prend des risques, qui pousse. » Je maintins mon visage neutre, le sourire poli, mais à l'intérieur, quelque chose se tordit violemment. Un poste assez standard. Je passais des années à diriger des équipes, boucler des projets complexes, gérer des budgets qu'elle ne s'était jamais souciée de me demander. Et elle venait de réduire tout ça à quelqu'un qui se contente de peu, comme si j'étais un employé médiocre avec un bon caractère. Tanaka acquiesça avec courtoisie et ne posa plus de questions. Je portais mon verre d'eau à mes lèvres pour avoir quelque chose à faire avec mes mains. Le dîner suivit son cours. Plusieurs plats arrivèrent, tous présentés impeccablement. Je mangeais lentement, plus par inertie que par appétit, et j'écoutais. Vraiment, Isabelle était différente en japonais. Plus agressive, plus fanfaronne. Elle exagérait son rôle dans certaines réussites, s'attribuait des idées qui venaient clairement de son équipe. Ce n'était pas un mensonge éhonté, mais une version gonflée de la femme que je connaissais. Puis la conversation changea de ton. Monsieur Tanaka mentionna l'équilibre entre travail et vie personnelle, l'importance du soutien familial dans les carrières exigeantes. Il fit référence à sa propre femme et demanda assez directement comment Isabelle gérait cette pression à la maison. Elle éclata d'un rire qui me retourna l'estomac. Un rire plus cynique qu'amusé. « Pour être sincère, dit-elle en japonais, mon mari ne comprend pas grand-chose à l'ambition réelle. Il est bon dans son travail, mais il manque de vision. Je m'occupe de toutes les décisions importantes, des finances, de la planification de notre avenir. Georges suit le courant. C'est utile de l'avoir comme image de stabilité. Ça donne l'impression d'une famille sérieuse, d'un mari responsable. Pour moi, c'est bien, comme ça je n'ai pas à m'inquiéter d'un mari qui veuille briller trop ou qui entre en compétition avec moi. » Je serrai mon verre d'eau si fort que je pensais le briser. Je sentis une chaleur monter de l'estomac au visage, mais l'entraînement de celui qui est le calme, celui qui ne fait pas de scène, me maintint en place. Tanaka fit un son neutre, un genre de « je vois poli ». Je regardai son visage et vis un éclair de quelque chose, peut-être de l'inconfort, peut-être du rejet. Mais il ne la confronta pas. Il dévia le sujet et demanda à Isabelle ses objectifs à long terme. « Je vise un poste de direction dans 5 ans, continua Isabelle en japonais avec la même assurance gonflée. Je me suis positionné avec soin, construisant les bonnes relations. Mon mari ne le sait pas encore, mais depuis un moment, je déplace certains actifs, j'ouvre des comptes à l'étranger. Simple planification financière intelligente. Si ma carrière exige des déménagements ou de gros changements, j'ai besoin de flexibilité pour bouger vite, sans être lié à des comptes joints ni à son opinion sur tout. Je sentis mon sang se glacer. Comptes à l'étranger, déplacement d'argent, sans me le dire. Ça ressemblait moins à de la planification intelligente qu'à préparer un futur où je n'aurais accès à rien de ce que je croyais nôtre. Mais elle n'avait pas encore fini. Monsieur Tanaka lui demanda quelque chose sur le stress du poste, si elle avait une façon de le gérer, des hobbies ou activités pour déconnecter. Le rire d'Isabelle cette fois fut directement désagréable. « J'ai mes soupapes d'échappement, » dit-elle. « Il y a quelqu'un au travail, Antoine. Il est au département financier. Nous nous voyons depuis environ 6 mois. Mon mari ne soupçonne rien. La vérité, ça m'a fait beaucoup de bien. Antoine comprend mes ambitions, comment fonctionne le jeu. On parle stratégie, on fait des plans.
C'est un répit après être rentré à la maison et trouver quelqu'un qui vit heureux dans sa routine, ne pensant qu'à son travail et à des choses simples comme quel match y a-t-il à la télé? Je restais complètement immobile. Si quelqu'un avait arrêté le temps à ce moment, il m'aurait trouvé transformé en statue. Je sentais mon visage rigide, comme s'il n'était pas le mien, tandis qu'à l'intérieur, quelque chose s'écroulait avec un fracas silencieux. Une aventure. Des comptes à l'étranger. Minimiser ma carrière. Me peindre comme un homme sans ambition. Comme un accessoire qui donne bonne image. 12 ans de mariage. Et c'est ainsi qu'elle parlait de moi quand elle croyait que je ne pouvais pas comprendre. Monsieur Tanaka était clairement mal à l'aise maintenant. Je le voyais à sa façon de bouger sur sa chaise, de rediriger la conversation vers des sujets neutres, à la tension légère de sa mâchoire. Il était trop poli pour confronter directement Isabelle, mais ses réponses devinrent plus courtes, plus froides. Je goûtais à peine les derniers plats. Le dîner se termina enfin. Nous nous dîmes au revoir dans le vestibule du restaurant, sous une lumière trop blanche. Monsieur Tanaka fit une brève révérence vers moi et dit dans un anglais soigné: Ce fut un plaisir de vous rencontrer, monsieur George. Je vous souhaite le meilleur. Il y avait dans ses yeux une douceur qui me fit me demander s'il avait compris plus qu'il n'en laissait paraître. Le trajet de retour fut silencieux. Isabelle semblait satisfaite d'elle-même, fredonnant avec la radio. Pendant un feu rouge, elle se regarda dans le miroir du pare-soleil et retoucha son rouge à lèvres. Ça s'est bien passé, dit-elle finalement. Je pense qu'on va conclure l'accord. Monsieur Tanaka était impressionné. J'en suis très heureux, répondis-je d'une voix qui me parut vide, comme si elle venait de très loin. Je regardais par la fenêtre les lumières de la ville, sans savoir que dans cette voiture, en silence, un mariage s'effondrait. À la maison, Isabelle me donna un baiser distrait sur la joue, dit qu'elle avait des emails en retard et disparut dans son bureau. Je montai dans la chambre, allumai la lumière et restai debout au milieu du silence. Je me regardai dans le miroir de l'armoire et vis un homme bien habillé, apparemment prospère, avec les yeux vitreux de quelqu'un qui vient de voir la version réelle projetée sur un écran et qui ne ressemble en rien à la bande-annonce qu'on lui avait vendue. Je m'assis sur le lit, sortis mon téléphone, le tins un moment entre mes mains. Puis je fis quelque chose que je n'avais jamais imaginé faire. J'appelai Véronique. Véronique avait été ma meilleure amie à l'université. Nous passions des nuits entières à étudier, rire, partager des pizzas bon marché. Elle m'avait vu pleurer lors de ma première rupture sérieuse. Je l'avais accompagnée à la mort de son père. Puis la vie, la distance et la façon subtile dont Isabelle décourageait mes amitiés nous avaient séparés. Véronique était devenue avocate en droit de la famille, ironiquement, et avait traversé son propre divorce 5 ans auparavant. Récemment, nous avions repris contact par les réseaux sociaux. Elle répondit à la deuxième sonnerie, surprise par l'heure. Il était presque 23 heures. Georges, dit-elle avec ce mélange de joie et d'alerte qu'on a quand un ami du passé appelle tard, j'avalai ma salive. J'ai besoin d'une avocate, dis-je, et ma voix se brisa sur le dernier mot. Nous parlâmes pendant 2 heures. Je m'allongeai sur le lit dans la pénombre et lui racontai tout. Le dîner, la conversation en japonais, les comptes à l'étranger, l'aventure de 6 mois avec Antoine, les années à me sentir minimisé. En parlant, je donnais forme à des choses qui jusque-là n'avaient été que des sensations diffuses, et en les nommant, elles devenaient plus réelles, plus incontestables. Véronique écouta sans trop interrompre. Quand je terminai, il y eut quelques secondes de silence. La première chose, j'ai besoin que tu respires, dit-elle enfin. Peux-tu le faire pour moi? Je respirai, pris de l'air, le relâchai lentement. Deuxièmement, tu dois comprendre que ce qu'elle fait avec ses comptes à l'étranger peut être illégal. C'est certainement extrêmement contraire à l'éthique si elle cache des biens matrimoniaux en anticipant un divorce. C'est de la fraude financière. On peut utiliser ça à ton avantage. Je n'ai pas de preuves, chuchotai-je. C'était juste une conversation. Je n'ai rien enregistré. Ce n'est pas grave, répondit-elle d'un ton ferme. Voilà ce qu'on va faire. Ne la confronte pas encore. Je sais que tu veux le faire, que tu brûles du besoin de lui crier au visage tout ce que tu sais, mais nous devons être stratégiques. À partir de demain, tu vas commencer à réunir de la documentation. Relevé de compte, déclaration fiscale, tout registre financier auquel tu as accès.
Prends des photos, transfère-toi des emails. Si elle déplace de l'argent, il y aura une trace. On la trouvera. Véronique, j'ai peur, admis-je. Je sais, dit-elle. Mais je sais aussi que tu es intelligent et capable. Tu viens de le démontrer en apprenant une langue entière sans qu'elle s'en rende compte. Tu n'es pas l'homme conformiste qu'elle a décrit. Tu peux gérer ça. Et tu n'es pas seul. À partir de maintenant, ce qui se passe, on le gère ensemble. D'accord? Quand nous raccrochâmes, je restai à regarder le plafond un moment dans l'obscurité. Puis je m'assis au bord du lit et laissai enfin me frapper tout ce que j'avais contenu au restaurant. Rage, trahison, douleur, peur. Je pleurais en silence, les poings serrés sur les genoux. Mais sous tout ça, commença à grandir autre chose. Une détermination froide et claire. Je n'allais plus être le mari utile seulement comme ornement de stabilité. J'allais récupérer le contrôle de ma vie, même si cela signifiait brûler tout ce que j'avais construit jusqu'à ce moment. Le lendemain matin, j'appelai le travail disant que je travaillerais depuis la maison. Isabelle remarqua à peine, murmura quelque chose sur une réunion importante et partit au bureau avec son café. Dès que sa voiture disparut au coin de la rue, je commençai à chercher. J'ouvris des tiroirs avec le cœur battant dans la gorge. Je trouvai des relevés de comptes des 3 dernières années, des déclarations fiscales conjointes, des informations sur des comptes d'investissement. Je photographiais tout avec mon téléphone et téléchargeais dans un dossier cloud privé que Véronique avait créé pour moi. Et là, il y avait 2 comptes que je n'avais jamais vus. Des noms de banques qui n'étaient pas sur notre liste habituelle. Des transferts réguliers. 50 000 € étaient repartis en 8 mois vers une banque aux îles Caïmans. Notre compte d'épargne conjoint s'était vidé petit à petit, pas d'un coup, mais en petites morsures conçues pour ne pas éveiller les soupçons chez quelqu'un qui ne regardait pas à la loupe. Quelqu'un comme moi, qui faisait confiance. Je sentis des nausées. Je dus m'appuyer un moment sur la table pour ne pas perdre l'équilibre. Mais je continuais à photographier, à documenter. Je trouvais aussi des emails imprimés, de la correspondance sur une petite propriété d'investissement que je ne savais pas exister. Un appartement à la côte acheté via une société dont je n'avais jamais entendu parler. Tout était à son nom. Le mien brillait par son absence. Puis, je trouvais les emails destinés à Antoine. Isabelle avait été imprudente ou trop confiante. Elle avait imprimé certains échanges et les avait laissés dans un dossier bleu sans étiquette claire. Des messages romantiques, des commentaires intimes sur des nuits dans des hôtels, des plaisanteries privées sur mon innocence. Des plans pour un futur où je n'apparaissais clairement pas. Dans l'un d'eux, écrit quelques jours avant le dîner avec Tanaka, on lisait « Une fois que j'aurai résolu l'affaire Georges, pourrons-nous arrêter de nous cacher ? J'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les pièces en place. » L'affaire Georges. J'étais devenu un problème administratif à résoudre. Je passais 6 semaines à réunir des preuves en silence, vivant avec une femme que je voyais maintenant avec une clarté absolue et qui, pourtant, continuait à dormir dans mon lit, à manger à ma table, à me parler comme si rien ne se passait. Je travaillais, assistais aux réunions, et de temps en temps, je m'échappais aux toilettes pour réviser des messages de Véronique qui organisait l'information, construisant le dossier avec la précision de quelqu'un qui avait vu trop de versions de la même histoire. Nous nous réunissions 2 fois par semaine dans son cabinet. J'arrivais avec un dossier ou le téléphone plein de nouvelles photos. Elle me recevait avec du café et une expression qui mélangeait professionnalisme et affection. Nous repassions chaque document, chaque email, chaque mouvement suspect. Ici, disait Véronique en soulignant une date, elle commence à vider le compte d'épargne. Et là, ça coïncide avec des achats qui n'apparaissent pas dans votre planification normale. Cet email d'Antoine est de l'or pur. Il admet connaître les mouvements d'argent. Tu te rends compte qu'elle avait tout planifié ? Demandai-je parfois avec un mélange de stupeur et d'horreur. Oui, répondait-elle en me regardant directement. Et c'est précisément pour ça qu'on va bien faire les choses. Il ne s'agit pas de vengeance vide, Georges. C'est de la justice. Tu réclames ce qui te revient. Pendant ce temps, à la maison, Isabelle semblait vivre dans une réalité parallèle. Elle continuait à parler de sa promotion possible, de l'alliance avec les Japonais. Parfois, elle se montrait même plus affectueuse qu'avant, comme si elle pressentait quelque chose ou comme si, sachant qu'elle exécuterait bientôt son plan, elle pouvait se permettre une sorte de nostalgie anticipée. « Es-tu sûr de vouloir aller aussi loin ?»
me demanda Véronique lors d'une de nos réunions quand nous avions le dossier monté. Pour l'entreprise, ça va être une bombe. Elle peut tout perdre, au moins pendant un temps. Je pensais au dîner, à ses mots, à l'affaire Georges, à la manière désinvolte dont elle parlait de cacher de l'argent. Elle planifiait déjà de me laisser sans rien, répondis-je. Elle l'a dit littéralement. Elle se prépare à ça depuis longtemps. Je ne fais que prendre de l'avance. Véronique acquiesça lentement. D'accord, alors on le fera bien. Nous choisîmes un vendredi. Véronique présenta la demande de divorce le jeudi après-midi, peu avant la fermeture des tribunaux. Le vendredi matin, je m'habillai comme pour aller au travail, nœud de cravate parfait, mallette en main, mais au lieu de me diriger vers mon bureau, j'allais au cabinet de Véronique. À 9 heures pile, le département des ressources humaines de l'entreprise d'Isabelle recevrait un dossier avec toutes les preuves, les mouvements d'argent, les comptes à l'étranger, les emails avec Antoine, tout organisé avec une précision implacable. À 9h30, un huissier du tribunal lui remettrait les papiers du divorce dans son bureau. J'imaginais la scène malgré moi. Elle ouvrant une enveloppe avec le front plissé, lisant mon nom sur des feuilles qu'elle n'attendait pas. Je m'assis dans la salle de réunion de Véronique. J'avais une tasse de café devant moi que je ne pouvais pas goûter. Je regardais l'horloge toutes les 2 minutes. À 11 heures, Véronique entra avec son ordinateur portable. « C'est fait, dit-elle. Papier remis, preuve reçue. Ils l'ont mise immédiatement en suspension pendant l'enquête. » Elle s'assit face à moi. « Comment te sens-tu » Je respirais profondément, terrifié, mais en paix, comme si je faisais enfin quelque chose de correct pour moi-même. Cette nuit-là, je restais chez Véronique. Elle avait une chambre d'amis avec un lit double et une table de chevet simple. Elle m'avait dit que je pouvais rester là tout le temps nécessaire. Nous commandâmes à manger, ouvrîmes une bouteille de vin, parlâmes de n'importe quoi sauf du divorce pendant 1 heure. Pour la première fois depuis des années, je sentis que je pouvais respirer sans avoir à justifier chaque décision. Isabelle tenta de m'appeler 47 fois ce premier jour. Véronique les compta. Elle laissa des messages vocaux qui allaient de la confusion à la rage, en passant par des suppliques et des menaces voilées. Je n'en écoutais aucun. Véronique, oui, par obligation professionnelle, et les garda comme partie du dossier. Elle me les décrivit brièvement. D'abord un que se passe-t-il, puis un comment oses-tu, ensuite un on peut en parler, plus tard un tu vas ruiner ma carrière, réfléchis bien. Tout le catalogue de quelqu'un qui ne se sent pas coupable de ce qu'elle a fait, mais des conséquences qu'elle devait maintenant affronter. Le samedi, accompagné par Véronique et un agent de police, juste par précaution, je retournai à la maison pour récupérer mes affaires. La police n'était pas là parce que je craignais la violence physique, mais comme présence neutre, un témoin. Isabelle était dans le salon et avait l'air terrible. Décoiffée, négligée, les yeux rouges et gonflés. Quand elle me vit entrer, elle se leva d'un coup. « Georges, s'il te plaît » commença-t-elle en faisant un pas vers moi. Je levai la main. Non. Elle resta immobile, respirant avec difficulté. « Laisse-moi juste t'expliquer. » « M'expliquer quoi? Que tu me trompes? Que tu as caché de l'argent? Que tu as dit à un associé que je suis un homme sans ambition, utile seulement pour donner une image de stabilité? J'ai écouté chaque mot de ce dîner, Isabelle. Chacun. La couleur disparut de son visage d'un coup, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. « Tu ne parles pas japonais, balbutia-t-elle. « Je le parle couramment depuis plus d'1 an, répondis-je. Le curieux que tu n'aies jamais demandé. Tu ne t'es jamais intéressé à comment j'employais mon temps pendant que tu étais trop occupé avec le travail ou avec Antoine. » Je prononçai le nom avec intention. Je vis comment son menton tremblait. Elle se laissa tomber sur le canapé, comme si ses jambes ne pouvaient pas la soutenir. « L'entreprise m'a suspendu, dit-elle au bout de quelques secondes. Ils enquêtent bas sur tout. Georges, je peux perdre mon travail. Ce n'est plus mon problème, dis-je, et je commençai à marcher vers les escaliers. Attends. Sa voix sonna désespérée, presque hystérique. On peut arranger ça. Thérapie de couple, ce que tu veux. Je vais rompre avec Antoine. On peut surmonter ça. C'était une erreur, j'étais confuse. Tu sais comment est la pression? Je me tournai pour la regarder. Vraiment la regarder. Cette femme avec qui j'avais passé 12 ans, que j'avais aimée et qui, je croyais, m'aimait aussi.
Tu ne veux pas arranger ça. Tu veux arranger ta carrière, ton image, ta situation économique. Tu n'as pas mal de m'avoir fait du mal. Tu as mal qu'on t'ait découverte. Ce n'est pas vrai, répliqua-t-elle. Mais ses yeux dévièrent quelques secondes vers le policier, vers Véronique, comme si elle cherchait un scénario plus favorable. Lors de ce dîner, tu as dit à Monsieur Tanaka que j'étais un homme conformiste, que tu tenais les rênes, que j'étais peu plus qu'un symbole de stabilité qui faisait bien sur les photos. Tu te souviens même de l'avoir dit? Son silence fut réponse suffisante. Elle baissa le regard, serra les mains sur ses genoux. C'est fini de me faire petit pour que tu puisses te sentir plus grande, Isabelle. Présente tous les recours que tu veux. Batte-toi pour le divorce si ça te chante, mais tu ne vas pas gagner et tu ne vas pas t'en sortir en cachant nos biens. J'ai vu les comptes, les emails, l'appartement. Tu ne peux plus feindre que c'était un malentendu. Je vis quelque chose se briser dans son expression. Peut-être était-ce le moment où elle réalisa que l'affaire Georges avait cessé d'être un pion maniable et s'était transformée en adversaire imprévu. Je passais 2 heures à faire mes valises. Chaque chose que je mettais dans la valise était aussi un petit adieu à une version de moi-même qui n'existait plus. Isabelle n'essaya pas de m'arrêter. Elle resta sur le canapé à regarder le vide. Moi aussi je me sentais brisé, je ne vais pas mentir. Mais contrairement à elle, je savais enfin vers où marcher. Le divorce prit 8 mois pour se conclure. Nous passâmes ce temps à négocier avec avocats, documents, audiences et silence gênant dans les couloirs du tribunal. L'enquête interne de l'entreprise trouva des preuves suffisantes de violations éthiques, les mouvements d'argent non déclarés, l'usage d'informations privilégiées pour bénéfices personnels, les emails avec Antoine. Ils la licencièrent. Plus tard, elle trouva un autre emploi, mais dans un poste inférieur, avec un salaire moindre et beaucoup moins de projections. Les comptes à l'étranger durent être déclarés et partagés. La propriété que je ne savais pas exister passa à faire partie des biens matrimoniaux. Véronique, avec l'efficacité patiente qui la caractérisait, tira sur chaque fil jusqu'à démonter le tissu qu'Isabelle avait tissé dans mon dos. Il y eut des moments difficiles. Des sessions où les avocats d'Isabelle tentèrent de me peindre comme un homme froid, absent, excessivement centré sur sa carrière. J'écoutais ces récits comme quelqu'un qui entend une histoire sur un personnage vaguement familier, mais qu'il ne parvient pas à reconnaître. À la fin, je sortis avec la moitié de tout ce qu'elle avait tenté de cacher, plus une pension compensatoire pendant 3 ans. Mais au-delà de l'argent, je gardais quelque chose qui n'a pas de prix, la certitude que j'avais choisi de cesser d'être un personnage secondaire dans ma propre histoire. Le meilleur, cependant, quelque chose que je n'avais jamais vu venir, arriva environ 2 mois après le début du processus de divorce. Un matin, en révisant mes emails, je vis une notification LinkedIn. Un message nouveau. L'expéditeur Tanaka. Je mis quelques secondes à le traiter. J'ouvris le message avec le cœur accéléré. C'était bref mais chaleureux. Il disait qu'il avait entendu parler par des tiers de mon divorce et de la situation compliquée que je traversais. Il ajoutait que pendant le dîner, il avait eu l'impression que je comprenais plus que je ne le laissais voir. Et cette intuition s'était confirmée en connaissant postérieurement certains détails. Ils ouvraient un bureau dans notre pays et avaient même besoin de quelqu'un qui comprenne à la fois le monde technologique et commercial occidental et la culture d'entreprise japonaise. Votre combinaison d'expérience et de maîtrise de la langue, écrivait-il, serait inestimable. Il me demandait si je serais disposé à prendre un café et parler d'un poste possible. Je me souviens de la sensation exacte, comme si soudain quelqu'un avait ouvert une porte dans un mur que je croyais massif. Je me réunis avec lui et son équipe quelques semaines plus tard dans une salle d'hôtel discrètement luxueuse. Cette fois, je parlais japonais dès la première minute. Je vis ses yeux s'illuminer avec un respect genuiné et peut-être une nuance d'amusement pour les avoir tous trompés ce soir-là. Je le savais, me dit-il en japonais à la fin de l'entretien. Au restaurant, quand Isabelle parlait de vous, j'ai vu quelque chose dans votre regard. J'ai su que vous compreniez plus qu'il ne paraissait. Je suis content que vous ayez trouvé votre force. Ils m'offrirent le poste, directeur senior du marketing et développement commercial pour le nouveau bureau. Le salaire était le triple de ce que je gagnais avant. Mais au-delà de l'argent, il y avait autre chose. Respect, autonomie, une vraie opportunité de construire quelque chose de propre. J'acceptais,
signer le contrat en sentant que je fermais définitivement une porte et en ouvrais une autre qui attendait depuis des années. Pendant 15 ans, je dirigeais ce département avant de prendre ma retraite. Je voyageais au Japon au moins une douzaine de fois. Je marchais dans des rues que je n'avais vues que dans des séries et des photographies. Je mangeais des plats dont j'avais appris les noms dans mes cours. Je me perdis dans des gares gigantesques. Je me fis de vraies amitiés, profondes, avec des personnes qui me connurent non comme le mari d'eux, mais comme Georges. Au travail, pour la première fois, je sentis que mon opinion était écoutée pour ce qu'elle valait, pas pour comment elle s'intégrait à la photo. Dans le plan personnel, ma vie changea aussi. Je déménageais dans un appartement simple mais lumineux, où chaque objet, je l'avais choisi sans négocier avec personne. Je découvris que j'aimais cuisiner. Je sortis avec quelques femmes. J'eus une relation sérieuse de 5 ans avec une collègue d'une autre entreprise. Ça se termina amicalement. Mais je ne me suis plus jamais rétréci pour entrer dans le moule de la vision d'une autre personne sur qui je devais être. Isabelle m'envoya un email une fois, environ 3 ans après que le divorce soit devenu définitif. C'était un message long où elle me racontait qu'elle s'était remariée, qu'elle avait un petit-fils, qu'elle avait réussi à stabiliser sa carrière dans une autre entreprise. Elle me demandait pardon pour comment les choses s'étaient terminées entre nous. Elle parlait d'erreurs de jeunesse. Je lus l'email jusqu'à la fin, le fermai et ne répondis jamais. Il y a des chapitres qui n'ont pas besoin d'épilogue, et celui-ci en était un. Mon silence fut la seule réponse que je voulus lui donner. Maintenant j'ai 63 ans. Tout cela s'est passé il y a plus de 20 ans, mais je me souviens de chaque détail avec une netteté qui me surprend parfois. Le restaurant avec lumière tamisée. L'éclat satisfait dans les yeux d'Isabelle quand elle se présentait comme l'esprit stratégique, me peignant comme un homme gris. La voix sereine de Véronique au téléphone. Le premier email de Tanaka. Le premier vol vers Tokyo. Le divorce, aussi douloureux qu'il fut, me rendit la vie. Il m'obligea à me regarder dans le miroir et à me demander qui j'étais sans le rôle de mari, sans la façade du mariage stable. Et contre toute attente, je découvris que j'aimais beaucoup plus l'homme qui sortit de cet incendie que celui qui y était entré. Je continue à étudier le japonais, bien que maintenant je le fasse seulement par plaisir. J'ai une étagère pleine de romans. Je regarde des films, des séries. De temps en temps, je donne des cours particuliers à de jeunes professionnels qui veulent apprendre pour le travail. Ils me regardent avec curiosité quand je leur raconte que, dans mon cas, cette langue a commencé comme une échappatoire secrète et a fini par être ce qui m'a sauvé. Ce dîner dans ce restaurant japonais fut à la fois la pire et la meilleure nuit de ma vie. La pire, parce que j'entendis des vérités qui détruisirent la réalité que je croyais sûre. La meilleure, parce qu'il me poussa enfin à agir, à cesser d'accepter moins que ce que je méritais. Si vous êtes dans un mariage où vous vous sentez invisible, où on vous minimise, où vos réussites se ridiculisent ou s'utilisent seulement comme décoration pour la vie d'une autre personne, prêtez attention à cette sensation. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'exagération, ce n'est pas de l'ingratitude. C'est votre voix intérieure qui essaie de vous avertir que quelque chose ne va pas. Apprenez le langage dont vous avez besoin. Peut-être littéral, comme je l'ai fait avec le japonais. Peut-être le langage des lois pour comprendre ce qui vous revient. Peut-être celui de votre propre estime pour pouvoir mettre des limites sans vous sentir coupable. Réunissez des preuves. Trouvez votre Véronique, cette personne ou ce professionnel qui sache comment vous protéger. Et quand vous serez prêt, récupérez votre vie. Ce ne sera pas facile. Ça va faire mal. Il y aura des nuits où vous remettrez tout en question. Mais de l'autre côté de cette douleur, il y a une vie où vous pouvez être complètement vous-même, où votre voix compte, où vous n'êtes pas un figurant dans le récit d'une autre personne, mais le protagoniste de votre propre histoire. Une vie où vous pouvez vous asseoir, comme moi, beaucoup d'années plus tard, et raconter ce que vous avez vécu sans avoir honte d'avoir choisi votre dignité. Croyez-moi, cette vie vaut la peine de se battre pour elle. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.